justement vous amenez la question sur Hannah Arendt. Et je trouvais très pertinent dans votre ouvrage le fait que vous ameniez cette question sur l'énigme de la pensée, cet invisible en nous, mais que l'on perçoit quand même en nous, parce qu'il y a un rapport à la perception, vous le dites très clairement, et surtout ce détour qui est intéressant entre cette pensée, la conscience de cette pensée, vous l'avez dit vous-même, au moment où je dialogue avec moi-même, il y a un je et un tu qui discutent entre eux, mais dans l'intimité, c'est-à-dire que vous n'entendez pas ma pensée, mais moi je dialogue avec moi-même, et en même temps ce rapport ou ce détour par la banalisation du mal, en quelque sorte, venons-en au thème, tel que Hannah Arendt l'a pensé suite au fameux procès dans lequel elle assiste de manière presque au départ perplexe au fait que le mal finalement dans sa banalité est un mal qui à un moment donné ne porte plus sur lui-même la réflexion, c'est-à-dire il n'y a plus l'horizon du sens, mais au contraire un non-sens qui se pose. Et ce non-sens qui est particulier, puisque vous le dites si bien, mais en même temps il intrigue. Le nazi en lui-même qui aurait pu être impressionnant, avoir l'allure de ce personnage absolument abominable et impressionnant tel qu'on pourrait l'imaginer en action dans le camp, se trouve en fin de compte, par le biais d'Eichmann, le bureaucrate qui se considère comme un homme qui a exécuté un ordre, fidèle à son ordre, donc le rapport à l'obéissance, vous voyez la conscience en soi qui à un moment donné obéit à l'ordre qui est dépourvu finalement de sensations éthiques du bien ou du mal, il y a une perte de repère du bien et du mal, et en même temps, ce rapport particulier qu'Hannah Arendt étudie avec beaucoup de finesse, à savoir dire que finalement, il a perdu le sens même de ce qu'est la pensée. Et en tout cas, de ce que la pensée devait lui permettre, c'est-à-dire non pas imaginer qu'il envoyait des individus à la mort, mais penser justement le sens de la mort et se dire que c'était éthiquement pas tenable. Et ce rapport-là, je le trouve, je finis juste, je le trouve très intéressant parce que sur une pensée qu'on peut confondre parfois avec la conscience, vous nous mettez dans un écrin qui pose le problème, non pas de la folie, non pas au problème de l'inconscient, mais le problème éthique du mal. Lorsque je pense, est-ce que je pense vraiment? Est-ce que le contenu de ma pensée renvoie à quelque chose, ou est-ce que je suis dans une sorte d'obéissance, dans l'oubli du sens? Et ça, je trouve ça... Je suis totalement d'accord avec vous, et je reprendrai ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de vos études de philosophie avec moi et mes collègues à Nice. Moi-même, quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence, pas à Nice, en philosophie et en Sciences Po, j'avais été absolument frappé par le texte d'Hannah Arendt sur Eichmann à Jérusalem. Et ça m'a accompagné quasiment toute ma vie, à la fois de professeur et d'homme. Et j'avais été frappé par le fait, et j'ai repris ça 30 ans plus tard dans ce livre, que Hannah Arendt, qui assistait au procès Eichmann, l'une des rares journalistes et par ailleurs philosophes à assister au procès d'Eichmann à Jérusalem, disait d'Eichmann, ce qui a fait scandale à l'époque, et pas simplement dans les milieux juifs, mais dans d'autres milieux intellectuels, en tout cas de ceux qui avaient lu l'ouvrage, c'est que d'une part, Eichmann était un homme ordinaire, alors qu'on voulait absolument le représenter comme une sorte de personnage satanique, un monstre. Pas du tout, c'était un scribouillard, un homme ordinaire, qui avait même quelques connaissances lettrées ou philosophiques, évidemment superficielles. Il disait par exemple pendant son procès qu'il était kantien. C'est-à-dire que la loi kantienne en tant qu'universelle agit de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle d'autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Il se l'appliquait à lui-même sans l'appliquer aux juifs. Alors, il traitait l'humanité, ou en tout cas telle qu'il la voyait, l'humanité, dont il privait les juifs, ou d'autres personnes d'ailleurs, comme un impératif qui consistait à obéir à la loi. Mais la loi, c'était la loi du Führer. C'était pas une loi universelle, ou une loi rationnelle. C'était la loi d'un homme, ou d'un groupe d'hommes, ou d'une idéologie, à savoir le nazisme. Et donc, ce que remarque Hannah Arendt en deux temps, c'est que dans un premier temps, Eichmann est un simple administrateur qui traite les juifs en les envoyant dans des wagons plombés comme il enverrait des caisses de bière ou des meubles d'une ville à une autre, et sur ce plan c'était un administratif parfait. Donc il avait des connaissances, mais, et c'est là le deuxième point d'Hannah Arendt, il ne pensait pas.
Alors ça a terriblement choqué. Comment est-ce qu'un individu ne peut pas penser? C'est-à-dire que Hannah Arendt prend la pensée dans la grande tradition de Platon à Heidegger. C'est-à-dire que la pensée, c'est l'élaboration du sens. Je reprends le mot que vous avez utilisé. Et ce n'est pas l'élaboration d'une connaissance. Il y a deux domaines qui touchent à la vérité. Il y a la vérité de la connaissance. Par exemple, ceci est une bouteille d'eau. Ma connaissance est vraie. Est-ce que pour autant ma remarque a un sens existentiel, un sens politique, un sens religieux, ou un sens personnel ou affectif? Je ne le crois pas. C'est-à-dire que je crois qu'il y a finalement deux grandes trajectoires en philosophie. Les philosophes qui essayent d'élaborer un schéma de connaissance ou un système. Le meilleur exemple, ou les deux meilleurs exemples sont Spinoza avec l'éthique et Hegel, qui cite d'ailleurs Spinoza avec générosité dans sa théorie d'une raison absolue, d'un rationalisme absolu, selon laquelle le système est totalement verrouillé, totalement fermé, et donc totalement autonome. Mais c'est toujours un système de connaissance, un système épistémologique pour parler savamment. Et puis il y a d'autres philosophes, comme Montaigne, comme Pascal, comme Voltaire, comme Rousseau, comme Heidegger aussi, mais aussi bien comme Bernanos, qui est à la limite de la philosophie et de la littérature, qui cherchent le sens de l'existence, comme Simone Weil, comme Hannah Arendt, précisément, qui cherchent le sens de l'existence. Et le sens lui-même est double, comme le montre la dualité du mot en français. Sens signifie la direction, l'orientation, sens unique, sens interdit, vous ne pouvez pas passer, mais sens signifie aussi signification. Mais le sens premier du mot sens, c'est toujours l'orientation. Donc la recherche du sens est toujours double. On recherche une orientation, est-ce que je vais m'orienter dans telle direction, à droite en politique ou à gauche en politique? On reprend toujours des schémas de type spatial, mais en réalité la spatialité est purement rhétorique ici. Ou est-ce que je vais m'orienter vers le ciel ou vers la terre? Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas, dit le poète. Donc la signification vient de ce sens premier, de ce sens original, de ce sens unique dont parle par exemple Lévinas, quand Lévinas reproche à la philosophie, quand Emmanuel Lévinas reproche à la philosophie occidentale dans sa totalité, sauf Platon qu'il met de côté, si je puis dire, à l'origine, d'avoir enfermé la pensée dans un système de connaissances, dans un système épistémique, si vous le voulez, ou épistémologique, qui enferme le philosophe lui-même, c'est-à-dire l'homme, comme vous, comme moi, dans un système autonome, totalement satisfaisant, mais qui ne donne pas un sens à son existence charnelle. C'est la protestation de Kierkegaard contre Hegel, si vous le voulez, ou la protestation de Heidegger aussi contre Hegel, c'est-à-dire que ce qu'au fond nous cherchons dans la musique, dans la poésie, dans le drame, dans la littérature, dans le cinéma, et évidemment dans la philosophie, c'est le sens de l'existence, et pas simplement la connaissance de la vérité. Au fond, la vérité seconde, me semble-t-il, par rapport à la recherche philosophique la plus profonde, par rapport à la recherche du sens. On veut dire peut-être que l'existence se rebelle contre son essence. L'existence se rebelle contre son essence, je crois, parce que l'existence ne peut pas et ne veut pas être enfermée dans une essence. L'essence, serait-ce l'essence de l'humanité ou serait-ce l'essence de la liberté? Je crois que si la liberté existe, elle fait craquer ses propres limites. Elle fait craquer ses propres mesures. La liberté, comme dit Hannah Arendt, décidément on parlera beaucoup d'Hannah Arendt ce soir, la liberté, comme dit Hannah Arendt, reprenant, comme Camus d'ailleurs qui avait fait aussi son travail universitaire dessus, une remarque de Saint-Augustin, consiste à être un premier commencement. Quand vous êtes libre, libre de penser, comme moi tout à l'heure devant la feuille blanche dont je vous parlais, ou libre d'agir quand vous devez prendre une décision politique, morale, professionnelle, humaine, maritale, tout ce que vous voulez, importante, vous êtes un premier commencement, c'est-à-dire vous êtes un commencement absolu. Vous avez la possibilité de vous arracher au cycle de la vie. Rappelez-vous ce qu'on disait en 1968, métro, boulot, dodo. C'est-à-dire le cycle répété, circulaire, positif peut-être, parce que le métro peut avoir de bons côtés parfois, surtout quand on pèse les fesses des filles. J'ai entendu dire ça à la télévision récemment, voilà, donc je répète bêtement ce que j'ai entendu dire. On se doute.
Le boulot peut être agréable et le dodo l'est toujours, surtout avec la fille en question dont je parlais. Donc il peut y avoir nécessairement des cycles de vie qui ne sont pas nécessairement négatifs, comme on le disait en 68. Mais toute circularité est finalement condamnable dans la mesure où elle vous enferme dans un cercle, dans une sphère, dans un système. Et le système, comme disait Hegel, est toujours circulaire, est toujours cyclique. Or, l'existence humaine est linéaire, elle n'est pas cyclique. Ce qui est cyclique, c'est le monde autour de nous, ce sont les saisons, c'est le cosmos, c'est les mouvements du soleil, c'est les générations et les morts, les vivants et les disparus. Tout ceci est cyclique parce que c'est biologique, c'est physique, c'est chimique, c'est cosmique. L'homme a la possibilité d'être un premier commencement, c'est-à-dire d'arrêter les cycles et de commencer à nouveau frais, même s'il se trompe, une nouvelle pensée ou une nouvelle action. Et le premier à avoir dit cela, c'est saint Augustin, qui est le plus grand philosophe du temps, qui soit au livre 11 des Confessions, lorsque saint Augustin fait remarquer que, je cite la phrase qui n'est d'ailleurs pas dans les Confessions, mais dans la Cité de Dieu, « Pour qu'il y eût un commencement dans le monde, Dieu a créé l'homme. » Comme si Dieu avait eu besoin, dans les cycles de vie qu'il avait créés, en tout cas pour les croyants, juifs, chrétiens, voire même mahométans, d'avoir quelqu'un qui commence quelque chose à nouveau frais, qui rompe la circularité des retours identitaires de la vie, de la mort, de la maladie, de la vieillesse. Tout ceci, c'est un drame ou une tragédie, puisqu'elle se termine mal, que nous avons tous vécu et que des milliards de personnes ont vécu avant nous et sans doute vivront après nous. Donc ces cycles de vie et de mort, ces cycles, appelons-les biologiques ou cosmologiques, nous imposent une nécessité. La liberté, au contraire, c'est la possibilité de commencer quelque chose de nouveau dès les fondements. Et le meilleur exemple, c'est le premier homme d'Albert Camus, dans lequel Camus fait remarquer que tout homme est le premier homme s'il est suffisamment libre pour commencer une action nouvelle, neuve, qui va peut-être échouer, qui va peut-être être catastrophique. Même lorsque Hitler écrit Mein Kampf, c'est catastrophique, mais il a été un nouveau commencement. Et à ce titre, Hitler était un homme et pas un monstre, comme Eichmann était un homme et pas un monstre. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent et doivent être jugés, et ça a été le cas, en tout cas d'Eichmann, sinon d'Hitler.